Bonjour à tous. J'arrive à l'instant de Strasbourg pour la dernière plénière du Parlement européen. Très heureux de vous retrouver pour revenir sur ce discours de la Sorbonne, grand discours de présentation du programme de Valérie Hayé. Évidemment, sur la méthode, je commencerai par là, nous ne sommes pas dupes. Je pense que personne n'est dupe. C'est bien un discours de campagne, c'est un acte de campagne. Nous reconnaissons tout à fait au président de la République, comme à tout citoyen, le droit de s'exprimer sur la politique nationale à la veille d'un débat électoral important, mais il faut simplement que cela soit considéré pour ce que c'est, c'est-à-dire un acte de campagne politique qui doit évidemment être décompté du temps de parole de la majorité présidentielle et de sa candidate aujourd'hui, et qui doit évidemment être imputé en termes de compte de campagne aux frais liés à cette campagne. Encore une fois, c'est tout à fait le choix d'Emmanuel Macron, et il en a parfaitement le droit de s'exprimer pour prendre position, mais qu'on ne nous fasse pas croire, évidemment, qu'on ne prétende pas nous faire croire. Et d'ailleurs, vous l'avez tous, dans les médias respectifs que vous représentez, vous l'avez tous évoqué en ces termes, qu'on ne nous fasse pas croire qu'il ne s'agit pas d'un moyen pour Emmanuel Macron de s'investir pour soutenir Valérie Hayé dans une campagne difficile. Je crois que voilà, c'est un choix qui doit seulement être assumé comme tel. Et le président Éric Ciotti a écrit en ce sens à l'ARCOM et à la Commission nationale des comptes de campagne pour pouvoir garantir la transparence nécessaire dans cette réintégration. Sur le fond maintenant, évidemment, le plus intéressant. D'abord, je crois, nous pouvons le dire simplement, ce discours ne changera rien. Il n'y a rien de nouveau, rien que les Français n'aient déjà entendu très souvent, et je crois que les Français, en réalité, ont déjà tourné la page. Les mots d'Emmanuel Macron, c'est simplement en creux les actes qu'il n'a pas eus. Et je pense que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, plus personne n'y croit. Le plus important dans ce discours, me semble-t-il, en réalité, c'est ce dont il ne parle pas. Emmanuel Macron parle de l'Europe depuis Paris. Moi, je voudrais vous dire ce qu'on en dit à Strasbourg, ce qu'on en dit de l'intérieur des institutions européennes, d'où je reviens, ce qu'on dit du président de la République au Parlement européen. Parce que pour nos partenaires européens, la seule chose qui compte, c'est la réalité des actes, c'est la réalité du bilan. Or, le « en même temps » macroniste, c'est qu'il y a les discours à la Sorbonne et il y a les actes à Strasbourg. Nous partageons un constat. Oui, bien sûr, l'Europe est vulnérable. Et oui, bien sûr, l'Europe peut mourir. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, rend l'Europe vulnérable? Qu'est-ce qui la menace et dont ce discours n'aura, en fait, pas dit un mot? Il y a la question de la défense, bien sûr. Et le président de la République a insisté sur ce point. Mais le fait est que la France a donné son accord pour baisser, il y a 4 ans, le Fonds européen de défense dans son budget et ses ambitions, alors qu'il n'était déjà qu'une première brique très modeste de ce que l'Europe devrait faire. Nous proposons, avec les Républicains, de tripler ce Fonds européen de défense, et nous proposons en effet de le réserver à des entreprises d'industrie de défense européennes. L'Europe est vulnérable dans la maîtrise de ses frontières. Mais là encore, ce sont les députés macronistes qui auront combattu avec le plus de détermination contre la proposition que nous faisions de mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe avec des infrastructures physiques. C'était la proposition du PPE, de la droite européenne, que l'Europe puisse effectivement protéger ce qu'Emmanuel Macron appelle des frontières comme bien commun. Eh bien, ces frontières-là, elles ont été désarmées par la bataille livrée par les élus macronistes qui refusaient un financement européen pourtant demandé par 12 États membres de l'Union européenne pour la maîtrise de leurs frontières. Et cette semaine encore, hier, pas plus tard qu'hier, les élus macronistes ont voté en faveur du rapport porté par Sylvie Guillaume, notre collègue socialiste, qui rendra plus compliqué encore la protection de leurs frontières par les États membres de l'Union européenne, en créant plus de contraintes et plus de complexité. Ça n'est pas il y a longtemps, c'est hier. Donc, le fait est que la fragilité de l'Europe est alimentée par cet agenda idéologique. L'Europe est vulnérable dans son économie, et le décrochage économique, évidemment,
est aujourd'hui une réalité pour bien des Français qui vivent l'appauvrissement du pays. Mais à quoi est-il dû? Il est dû, dit le président de la République, à la surcontrainte. Comment se fait-il alors que les macronistes ont voté, là encore, hier, au Parlement européen, une directive qui s'intitule « Devoir de vigilance », portée par la gauche et par l'extrême gauche française, qui va créer de plus en plus de contraintes, de contrôles, d'exigences, de reporting pour nos entreprises en France et en Europe. Nous nous sommes opposés à cet agenda parce que nous prenons au sérieux le danger de la surcontrainte. Comment Emmanuel Macron ose-t-il parler à Paris de ce que ses élus organisent à Bruxelles et à Strasbourg? Dans son énergie, enfin, l'Europe est vulnérable aujourd'hui. Et c'est vrai que, là encore, il y a de quoi sursauter en entendant Emmanuel Macron parler de l'Europe de l'atome quand il aura, avec détermination, fragilisé la filière nucléaire pendant les 7 années d'exercice de son mandat. Je dis bien les 7 années. Parce qu'aujourd'hui est toujours en vigueur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui impose à EDF de fermer 14 réacteurs nucléaires, en plus des 2 de Fessenheim, qu'Emmanuel Macron et lui seul a pris la décision de fermer. Il aurait pu revenir sur cet accord passé entre les socialistes et les Verts. Il l'a maintenu. Il est comptable de cette décision. Et là encore, comment se fait-il que le premier bilan qu'Emmanuel Macron fait de ce travail européen au cours des dernières années ne soit pas pour assumer les erreurs qu'il a commises, que sa majorité a commises en votant au Parlement européen contre la filière nucléaire à toutes les occasions possibles. Lorsque nous défendions l'inclusion du nucléaire dans le plan REPowerEU, ce sont les élus macronistes qui s'y opposaient, avec les Verts, avec les socialistes, une fois de plus. Emmanuel Macron parle de puissance qu'il nous faudrait retrouver, mais pourquoi l'avons-nous perdue? C'est ça la grande question. La mise en scène d'Emmanuel Macron, c'est celle du grand leader européen. Et la vérité terrible de cette action, c'est que demain tombent les premières notations des agences qui pourraient dégrader la note de la dette française. Comment avons-nous perdu la puissance? Par le fait qu'aujourd'hui, la France fait un record de déficit budgétaire hors période de crise. Par le fait que la France d'Emmanuel Macron, c'est celle du record des dépenses publiques en Europe. C'est celle du record des prélèvements obligatoires dans le monde. La France d'Emmanuel Macron, c'est le pays malade de l'Europe. Et c'est ça dont tout le monde parle, à Strasbourg et à Bruxelles. La France d'Emmanuel Macron, c'est un pays qui va être placé en procédure d'infraction pour déficit excessif par la Commission européenne. Eh bien, ce pays-là, aujourd'hui, il ne peut pas faire la leçon. Il ne peut pas prétendre fixer les règles de l'agenda européen, parce que la France d'Emmanuel Macron, c'est celle qui perd la maîtrise de son destin. En réalité, ce discours montre, c'est le premier enseignement que j'en tire, qu'Emmanuel Macron n'a pas changé. Sa seule réussite concrète depuis le premier discours de la Sorbonne, si vous relisez le premier discours de la Sorbonne, sa seule réussite concrète, c'est d'avoir créé la dette européenne. La seule chose qu'il ait réussi à imposer en Europe, c'est un emprunt commun. Et ce qu'il propose de nouveau, la seule chose nouvelle qu'il lance dans ce discours de la Sorbonne, ce nouveau discours de Paris, c'est une nouvelle dette européenne. Le prétexte, la première fois, c'était le Covid. Le prétexte, cette fois-ci, c'est la guerre en Ukraine. Je parle bien de prétexte parce qu'aucun pays européen, dans cette période, n'aura eu de difficulté à accéder par lui-même au crédit. Mais comme les crises se succèdent après le Covid, l'Ukraine, il y aura d'autres crises, bien sûr. Et donc, chaque événement sera un nouveau prétexte. Et la vérité, c'est que s'il suffisait d'emprunter, s'il suffisait de s'endetter pour retrouver la puissance, alors la France serait l'un des pays les plus puissants d'Europe. Mais c'est l'exact inverse qui se joue. Elle est aujourd'hui l'un des plus vulnérables. Et pour rembourser cet emprunt maintenant, et là nous arrivons au point concret le plus marquant pour moi, pour rembourser cet emprunt, que propose Emmanuel Macron? Comme ses députés à Bruxelles et à Strasbourg, comme Valérie Hayé qui a porté un texte au Parlement européen sur les nouvelles ressources propres, il propose, le président de la République, de donner à Bruxelles une compétence fiscale à la majorité qualifiée. Ce qui veut dire que demain, pour Emmanuel Macron, Bruxelles devrait pouvoir créer de nouveaux impôts sans même l'accord du gouvernement français, sans même l'accord de nos États, sans le consentement de tous les États. Créer des ressources propres. Et Emmanuel Macron dit, et il répète, je le cite, « Elles ne pèseront pas sur les citoyens, elles ne pèseront pas sur les Français ».
Mais l'argent magique, ça n'existe pas. Et bien sûr que ça pèsera sur les Français, bien sûr. Comme le grand emprunt du plan de relance dont il se félicite encore aujourd'hui, mais qui coûtera bien plus cher à la France qu'il ne lui a apporté. Emmanuel Macron n'a pas changé. Et ce discours est une manière d'assumer son ancrage à gauche. Le comble d'ailleurs de l'absurdité technocratique est atteint dans ce discours quand le président de la République décide, depuis la Sorbonne, que l'Europe doit être leader mondial dans 5 domaines spécifiques, comme l'espace, l'intelligence artificielle ou les ordinateurs quantiques. Mais on ne décide pas de devenir un leader mondial. Ça ne se décrète pas. C'est ça qu'Emmanuel Macron ne comprend pas. C'est l'impasse technocratique absolue, celle qui consiste à croire que depuis un bureau à Paris, on peut décider de retrouver le leadership. La vérité, c'est que si nous avons perdu le leadership, si les Américains aujourd'hui sont leaders, par exemple, dans les nouvelles technologies, c'est par la liberté qu'ils laissent à leurs champions de se développer, de se déployer. Nos champions à nous aussi, ils sont là. Ils n'attendent pas qu'on décide pour eux. Ils attendent seulement qu'on les libère des entraves de la technocratie, qu'on les libère des entraves de la bureaucratie européenne. Ce dont Emmanuel Macron ne parle pas, le plus important, ce dont ce discours n'a pas parlé, c'est de la liberté qu'il faut retrouver en Europe. Retrouver une Europe de la liberté, c'est la condition pour retrouver la prospérité, c'est la condition pour retrouver la puissance. Une Europe qui laisse agir nos États dans la maîtrise de leurs frontières, une Europe qui laisse nos entreprises innover et se déployer, une Europe qui libère nos agriculteurs. Et là encore, c'est nous qui aurons porté cette révision de la PAC, enfin votée hier au Parlement européen, malgré les manœuvres de dernière minute de l'extrême gauche, de la gauche, des Verts et de M. Canfin, président de la Commission de l'Environnement et député macroniste. Contre cette coalition de gauche, nous assumons le vrai clivage européen. Le vrai clivage européen, il est entre les socialistes et le PPE. Il est entre la gauche et la droite européenne. Nous voulons une Europe avec la droite européenne qui libère les énergies. Non pas une Europe qui prétende tout faire à la place de tout le monde, mais une Europe qui décide de rationaliser son action, de se concentrer sur sa véritable valeur ajoutée, de sortir de l'inflation normative et de faire en sorte de multiplier des stratégies efficaces. Nous partagerons dans quelques jours notre projet pour l'Europe avec les Républicains, autour de notre liste, avec Christophe Gomard, avec Céline Imard, avec qui je porte cette campagne depuis plusieurs semaines maintenant. Nous partagerons ce projet qui est, je crois, le seul à mettre au cœur du travail européen le sens de la liberté, qui fait l'essence même de l'Europe, qui fait l'esprit même de l'Europe, et qui fait, je crois, aujourd'hui, le grand vide et le grand manque de ce discours du président de la République, qui laissera évidemment à tous les Français le sentiment d'un bilan dont il faut aujourd'hui faire l'inventaire et d'une page qui doit être tournée. Merci encore de votre présence, et si vous avez des questions, je suis tout à fait prêt à y répondre, bien sûr. Bonjour, vous avez parlé de Adrien Brachet pour Marianne, vous avez parlé de la valeur ajoutée de l'Union européenne et qu'il fallait se concentrer sur cette valeur ajoutée. Est-ce que ça veut dire que dans votre projet, vous avez pour objectif de resserrer l'Union européenne autour d'un nombre restreint de compétences et de domaines de compétences? Est-ce que c'est ce qu'il faut, une Europe réduite sur certaines compétences vraiment efficaces? Ce que nous voulons, c'est lancer une révision générale des politiques européennes pour déterminer celles qui ont réellement, en effet, une valeur ajoutée sur le terrain et faire en sorte que l'Europe se concentre sur les missions où elle est réellement attendue. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vécu dans ce discours extrêmement long le symptôme d'une Europe qui se disperserait dans tous les domaines et sur tous les sujets, là où au contraire, je le redis, prenez un exemple tout simple comme le spatial. Oui, bien sûr, l'Europe doit redevenir un champion du spatial. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui empêche qu'Ariane ne soit compétitif? Eh bien, c'est le fait qu'on lui impose des conditions incroyablement contraintes de construction de ses lanceurs, de construction de son modèle économique, et qu'à la fin, après l'avoir privée de sa compétitivité, elle se retrouve incapable de concurrencer les autres champions mondiaux, y compris des champions privés extra-européens. Et donc, on voit bien que le vrai sujet, c'est que l'Europe laisse travailler ceux qui sont capables, effectivement, de la porter le plus loin. Depuis nos champions industriels jusqu'aux agriculteurs qui produisent l'alimentation dont nous avons besoin. Les Européens aujourd'hui ne demandent pas plus de subventions, plus d'emprunts, plus d'impôts européens. Ils demandent au contraire qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse créer, qu'on les laisse innover. Et c'est, je crois, là-dessus que l'Europe doit se concentrer dans les années qui viendront. Ça fait 2 ans qu'avec le PPE, nous demandons, ça n'est pas nouveau pour nous, ça fait 2 ans que nous demandons un moratoire législatif pour commencer par faire
l'étude d'impact des législations déjà votées, corriger ce qui doit l'être, supprimer ce qui doit l'être, prolonger ce qui doit l'être. Et aujourd'hui, évidemment, nous sommes à ce rendez-vous de crédibilité au seuil du prochain mandat. Oui, Antonio Rodriguez, vous avez dit que prochainement, vous allez présenter votre projet. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Ce sera au début du mois de mai. La date vous sera communiquée très bientôt. Bonjour, Victor Boiteau à Libération. Vous expliquiez il y a quelques jours à nos confrères de Playbook vouloir avancer sur une réforme de la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu donner quelques pistes sur ce sujet ? Moi, j'ai été frappé de ce que le discours de la Sorbonne ne contient aucune proposition institutionnelle. Emmanuel Macron commence par dire que nous n'avons pas progressé sur le chemin de l'Europe démocratique. J'observe qu'il en est directement responsable, je me permets de le dire par parenthèse, parce que c'est lui qui a tué le processus qui fait que le candidat tête de liste de la force politique européenne qui arrive en tête des élections devenait président de la Commission européenne. C'était une mesure de transparence, c'était un accord entre les institutions qui permettait de garantir aux citoyens qu'ils pouvaient voter pour le président ou la présidente de la Commission européenne. Aujourd'hui, ce processus a été détruit d'abord par Emmanuel Macron et Viktor Orban en 2019. Et j'observe qu'encore une fois, ce recul démocratique, c'est à lui que nous le devons. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'institution l'institution qui représente le problème le plus important dans le fonctionnement européen, c'est d'abord la Commission. Non pas d'abord par les personnes qui la constituent, mais d'abord par les conditions de sa construction. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous devons sortir de cette situation où la Commission européenne est constituée de responsables qui ont des engagements politiques radicalement différents et souvent divergents, des profils, des horizons qui ne créent pas de cohérence. L'exécutif européen en est dans son ensemble fragilisé et c'est du coup, d'une certaine manière, vers une dérive technocratique que la Commission finit toujours par s'enliser. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement que nous soyons capables de revenir sur les conditions de construction de la Commission européenne. Si les traités devaient être rouverts, en tous les cas, ce serait pour nous la priorité. Certainement pas de travailler sur les conditions d'élection du Parlement européen. Emmanuel Macron parle de liste transnationale, mais ce serait le plus sûr moyen d'éloigner encore l'Europe des citoyens de nos pays. Là encore, quelle déconnexion! Moi, pendant 5 ans, j'ai été partout en France. Pendant 5 ans, j'ai été rencontrer les Français. Je n'ai jamais rencontré un citoyen en France qui m'ait dit « Je rêverais que sur la liste pour laquelle je vais voter, il y ait un candidat portugais, letton, estonien. » J'ai entendu en revanche les Français me dire sans cesse que l'Europe était trop loin d'eux, qu'elle était trop lointaine, qu'ils ne pouvaient pas savoir exactement qui décidait de leur destin. Je n'ai pas rencontré de Français qui me disent que l'Europe était trop proche d'eux et qu'il fallait élargir encore la perspective. C'est vraiment, encore une fois, une idée totalement théorique qui ne se réalisera pas, qui ne s'est pas réalisée, qui était déjà présente dans le premier discours de la Sorbonne. Et je crois que malheureusement, notre but, c'est de faire l'exact inverse aujourd'hui, c'est de réussir à rapprocher l'Europe des Français. Ça suppose non pas d'abord de changer les règles d'élection du Parlement, mais ça suppose de réviser les conditions de construction de la Commission européenne. Bonjour, Alexis Cuvier de BFM TV. Pour poursuivre un peu sur la première question, est-ce que vous êtes d'accord en partie en tout cas avec ce que dit le président lorsqu'il évoque la nécessité de travailler de façon plus resserrée sur les sujets d'immigration ou de lutte contre le terrorisme, peut-être dans une structure politique nouvelle au sein de l'Europe ? Nous croyons que les États doivent garder la maîtrise de leur politique migratoire. Et nous ne croyons pas un instant à l'idée qu'il faudrait confier à Bruxelles l'autorité pour répartir des migrants arrivés illégalement dans nos pays. C'était le grand projet d'Emmanuel Macron en matière migratoire, la relocalisation obligatoire des migrants. Nous avons écarté ce danger dans le cadre du vote sur le pacte asile et immigration. Nous devons aller encore plus loin pour garantir que nos pays, c'est le sens de notre opposition à ce rapport Guillaume que j'évoquais à l'instant, que nos pays ne soient pas dépossédés de la capacité de maîtriser leurs frontières, y compris en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme, puisque vous y faisiez référence. Nous étions avec Éric Ciotti il y a quelques jours à Menton, à la frontière franco-italienne, où nous avons pu mesurer directement avec le général Gomard la réalité d'une situation qui met en danger la France et les Français, parce que nos forces de police ont été empêchés par le Conseil d'État, sur la base d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de filtrer efficacement les frontières pour
détecter des profils qui seraient susceptibles d'être dangereux. Il n'est plus possible aux policiers et aux gendarmes français de refouler systématiquement des personnes qui cherchent à rentrer clandestinement sur le sol de notre pays. Pour chacune d'entre elles, il faut désormais faire un dossier de demande de réadmission avec une procédure, des délais qui compliquent évidemment massivement le travail des policiers et des gendarmes sur le terrain. Et ça crée évidemment, ça ajoute encore au danger, au risque terroriste qui peut peser sur notre pays. Donc on voit bien qu'il faut sortir de cette spirale. Et le vrai grand problème, encore une fois, je le redis, c'est que sur ce sujet comme sur tant d'autres, les élus macronistes auront contribué à ce désarmement de notre État sur le plan de la protection de nos frontières nationales et européennes. Valérie Hayé est rentrée dans cette campagne en disant qu'elle votait 90% avec les socialistes. C'est effectivement ce qui s'est produit encore cette semaine à Strasbourg avec le vote de ce rapport Guillaume qui va rendre encore plus difficile pour nos États la possibilité de ces contrôles. Je crois que malheureusement, c'est exactement l'impasse dans laquelle aujourd'hui la France s'engage et l'Europe avec elle et dont il faut sortir au contraire. Oui, je vous en prie. Emmanuel Macron, dans son discours, a parlé de comment défendre... Lydia Rouge pour LCI TF1. Emmanuel Macron, dans son discours, a parlé de comment défendre l'Europe, notamment face à la Russie, avec cette idée d'un bouclier européen. Est-ce que pour vous, la défense européenne est également un rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron et qu'est-ce que vous proposez ? Nous avons évidemment besoin de travailler ensemble à une meilleure défense du continent européen parce que le monde se réarme et que nous voyons bien les menaces géopolitiques de plus en plus nombreuses qui pèsent sur nos pays. Et donc le constat, nous le partageons. Je regrette, à l'aune de ce constat, je regrette que le gouvernement français, encore une fois, j'étais rapporteur du Fonds européen de défense et choisi au Conseil de soutenir la diminution massive du budget de ce Fonds européen de défense au début de ce mandat. On voit bien que la lucidité, malheureusement, n'est venue qu'après la crise et elle vient d'une certaine manière trop tard. Aujourd'hui, le grand défi pour nous, c'est de faire en sorte de renforcer notre industrie de défense. Nous n'aurons jamais, c'est le président de la République qui avait agité cette idée, il ne la pousse plus aujourd'hui, nous n'aurons jamais une armée européenne et nous ne devons pas aller dans cette direction, parce que nos modèles d'armée sont très différents, parce que l'armée, c'est le lieu régalien par excellence, et donc le lieu de l'expression démocratique souveraine, et nous croyons à la nécessité de respecter la diversité des pays européens, leur souveraineté, la singularité de leur vision géopolitique, et parfois, encore une fois, je le redis, de leur modèle d'armée, de leur modèle institutionnel. En revanche, nous devons travailler ensemble à une plus grande autonomie de notre industrie de défense. Et notre première proposition avec les Républicains, c'est de multiplier par 3 le budget du Fonds européen de défense, de le réserver, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à des entreprises européennes d'industrie de défense, de faire en sorte par ailleurs que l'Europe puisse devenir, par des coopérations renforcées, un pilier européen au sein de l'OTAN, puisse constituer un pilier capable d'intervenir de manière autonome. Et là encore, je le redis, nous ne sommes pas dans la provocation absurde. Nous ne dirons pas que, comme le président de la République avait fait, que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Je crois que cette perspective avait malheureusement fait largement reculer la voix française sur les questions de défense européenne. Nous devons prendre au sérieux la nécessité de ce lien avec l'OTAN qui constitue le modèle de sécurité pour l'immense majorité de nos partenaires européens, mais constitue un pilier autonome européen dans l'OTAN qui permettra de garantir la défense de nos pays face aux menaces qui se dessinent. Je ne sais pas si, Christophe, tu veux ajouter quelque chose ? Peut-être une dernière question, si vous le souhaitez. Oui ? Oui, bonjour. Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Le président a aussi évoqué la géopolitique. Bonjour. La géopolitique qui transforme les règles de l'économie. Les matières premières, il y a quelques années, étaient facilement accessibles. L'OMC n'est plus respecté par les deux principaux géants de l'économie. Alors, j'imagine que vous êtes probablement d'accord sur le constat. Mais qu'est-ce que vous feriez pour, de l'intérieur, changer ces règles? Qu'est-ce qui est possible? Le constat, nous l'avons formulé nous aussi. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses occasions et tout récemment encore à l'occasion d'un débat au MEDEF devant les chefs d'entreprise. Nous voyons bien aujourd'hui que, effectivement, le commerce mondial est devenu le lieu de tensions de plus en plus fortes. Face à cela, je crois qu'il y a 2 réponses qui doivent être apportées de manière simultanée. La première, c'est de sortir de la naïveté. Et la naïveté, elle se trouve dans le fait de continuer, par exemple, de signer des accords commerciaux
qui n'implique pas de clause de réciprocité, comme les élus macronistes l'ont fait au cours du dernier mandat. La naïveté, elle veut dire le fait de continuer à garder nos marchés ouverts quand les marchés de nos partenaires, eux, sont très largement fermés. Et c'est cette situation de naïveté qui nous conduit à multiplier les dépendances. Dépendances sur le plan alimentaire. Rappelons que la balance agricole française est devenue déficitaire depuis 2019. Si l'on retire les vins et les spiritueux, nous perdons donc aujourd'hui notre sécurité alimentaire. Dépendance en matière énergétique, avec la fragilisation de notre filière nucléaire, qui contribue à la dépendance européenne en matière de gaz notamment. Dépendance industrielle. Nous voyons bien aujourd'hui que l'Europe est en train de devenir un continent qui risque de sortir de l'histoire et d'être sur le bord du chemin des grandes évolutions mondiales. Donc oui, il faut sortir de la naïveté. Je crois qu'aujourd'hui, la première menace pour l'industrie européenne, c'est la stratégie de surproduction chinoise. Et nous n'avons aucune difficulté pour dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est de nous affranchir de ces règles de l'OMC, dont vous l'avez dit, il n'y a plus que l'Europe qui les pratique assidûment, et notamment de commencer par taxer ou par imposer des quotas aux importations de produits en provenance de Chine. On peut penser aux panneaux solaires, on peut penser aux véhicules chinois. C'est ce que font les États-Unis, qui ont compris évidemment l'ampleur du bras de fer qui est en train de se dessiner. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième élément de la réponse, et dont Emmanuel Macron, je le redis, n'a jamais parlé aujourd'hui, parce qu'en réalité, il ne l'a jamais fait. Le deuxième élément de la réponse, c'est de libérer les énergies qui se déploient dans notre monde économique. Et aujourd'hui, nous ne pourrons simplement jamais rivaliser avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis, avec les grands producteurs mondiaux, si nous continuons d'imposer toujours plus de contraintes, de complexité, de charges, de fiscalité à ceux qui produisent en Europe. C'est tout simplement impossible. On a mis des semelles de plomb à nos producteurs européens, et en particulier en Europe, à nos producteurs français, par l'effet des surtranspositions que le gouvernement et sa majorité n'auront cessé de multiplier. Bruno Le Maire, hier, parlait de simplification en montrant une fiche de paye dont 20 lignes avaient été réduites à une seule. Mais la vérité, c'est qu'on a simplement fait disparaître la distinction des taxations qui pèsent sur le travail d'un salarié aujourd'hui en France, qui sont, encore une fois, les plus élevés au monde. Les prélèvements obligatoires en France font de notre pays le champion du monde des impôts et des charges. Et c'est ça qui, évidemment, fragilise la compétitivité de notre pays. Au point que le vrai record, me semble-t-il, le plus important pour comprendre la situation de la France en Europe et dans le monde, c'est que nous sommes arrivés l'an dernier au record historique de déficit commercial, 100 milliards d'euros, si l'on accepte le record constitué l'année précédente, qui était caractérisé par l'explosion des coûts de l'énergie. 100 milliards d'euros de déficit commercial. C'est ce qui explique à soi seul que la France, aujourd'hui, soit le pays le plus vulnérable en Europe. Parce que nous avons imposé tant de contraintes à ceux qui produisent chez nous que nous sommes contraints maintenant de reposer tout notre effort sur une production extra-européenne ou une production extérieure à nos frontières françaises. La vérité, c'est que la France est en train de devenir un pays de consommateurs qui ne produit plus et qui finance avec de la dette publique son déficit commercial. Et ça, encore une fois, c'est ce gouvernement qui en assume une immense responsabilité dans le prolongement des 5 années de François Hollande au pouvoir, 5 années au cours desquelles Emmanuel Macron a été secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie, puis ministre de l'économie. C'est le bilan du macronisme. C'est le bilan de 7 ans, voire de 12 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et c'est exactement de cela qu'il faut sortir. Malgré cette loi de la jungle qui s'impose aujourd'hui dans le commerce mondial, l'Europe est restée excédentaire commercialement. Et nous sommes déficitaires commercialement, ce qui nous met évidemment très loin d'être en mesure de faire la leçon à nos voisins européens. Donc je crois qu'il faudrait commencer par regarder lucidement ce défi. Si nous voulons garder notre souveraineté, si nous voulons rester des démocraties, il nous faut produire ce dont nous avons besoin. Nous le disons depuis 5 ans, c'était le cœur de la campagne que nous avons menée en 2019, c'est le cœur des batailles que nous aurons portées au Parlement européen. Mais pour pouvoir y parvenir, il ne faut pas seulement sortir de la naïveté, il ne faut pas seulement être capable de protéger le marché là où il faut de la concurrence déloyale, il faut cesser d'organiser cette concurrence déloyale par les règles et les contraintes uniques au monde que nous imposons à ceux qui font sur notre sol. D'où cette insistance sur la liberté qui me paraît au cœur de l'urgence, y compris pour le monde économique aujourd'hui. Merci encore en tous les cas de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.